toutes et à tous. Alors, comme d'habitude, les petites règles, si vous pouvez couper vos caméras le temps de l'intervention, vous les rallumerez pour les questions avec plaisir pour qu'on se voit, c'est plus confortable. Coupez vos micros, mais ça, je crois que Younes vous les a déjà un petit peu coupés d'office. Donc ce soir, on a voilà, le énième, je ne sais même plus combien, il faut qu'on recompte le atelier VLS. Et le calendrier vaccinal étant sorti, la nouvelle version fin avril, on s'est dit que c'était bien d'avoir dans VLS le temps de pouvoir un petit peu en discuter avec quelqu'un qui connaît bien ça. Et donc on a demandé à Christophe Hommel, qui a très gentiment accepté de passer 1 heure et demie avec nous, 1 heure et quart avec nous. Alors, Christophe, il est emporiatre. Alors, moi, j'apprends du vocabulaire. Ça qui est bien, c'est qu'on apprend toujours. Il va nous expliquer ce que c'est qu'un emporiatre. Bon, en gros, plutôt médecin, centre de vaccination, responsable du centre de vaccination de l'hôpital de Strasbourg et vaccination des voyages. Mais voilà, et donc, on va parler du nouveau calendrier vaccinal. Alors, on ne va pas tout dérouler parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce calendrier. Donc, c'est toujours un petit peu frustrant. On a exclu d'emblée Covid et monkeypox qui nous permettent de gagner un peu de temps et puis c'est des vaccinations pour lesquelles les recommandations sont quand même fluctuantes et toujours en évolution. Donc voilà. Et donc je vais le laisser se présenter avant de lui poser sa première question. Merci Anne pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de parler de vaccination avec vous ce soir. Merci Anne pour cette invitation. Alors pour répondre à la première question, qu'est-ce qu'un médecin emporiatre? C'est un médecin spécialisé en médecine des voyages. Alors, étymologiquement, c'est emporos, le port, donc celui qui voyage, et iatros, le médecin. Donc, médecin spécialisé des voyages. Donc je suis effectivement le médecin responsable du centre de vaccination international et centre anti-rabique à Strasbourg et vaccination. J'écoute ta première question. Alors, la première question, c'est peut-être avant de se lancer dans les nouveautés du calendrier vaccinal, on en a discuté ensemble, on se dit à quoi ça sert un calendrier vaccinal, comment est-ce qu'on arrive à faire un calendrier vaccinal chaque année. Donc, c'est peut-être le premier, une petite introduction pour nous mettre les idées au clair là-dessus. Oui, oui, deux, trois petites généralités sur la vaccination. Effectivement, elle ne passe pas. Alors, Younes, ça a marché tout à l'heure, et là, du coup, ça ne marche plus. Ah. Tu veux que je, tu veux que je passe tes diapos? Passe la dia, ouais. Voilà, donc juste sans rentrer dans le détail, vous rappelez d'où on vient, où on est aujourd'hui. Donc au niveau historique, les vaccinations, le premier vaccin, donc variole avec Jenner. Vous voyez ensuite les travaux de Pasteur, tous les vaccins qu'on a pu développer ensuite au XXe siècle. Et ce que l'on a maintenant, et plein d'autres vaccins encore qui sont dans ce qu'on appelle en vaccinologie, dans les pipelines, et des choses relativement qui vont arriver rapidement, comme un vaccin sur la dengue, le chikungunya, sur le paludisme qui existe déjà. Donc des choses, plein de choses et plein de nouveautés qui vont effectivement arriver. Rappelez aussi que la vaccination, c'est un vrai succès sur la médecine du XXe siècle. Là, vous avez les chiffres de avant la vaccination, après la vaccination, donc les données françaises. Et rappelez que la vaccination, rien n'a été mieux, hormis l'eau potable ou même les antibiotiques, rien n'a eu autant de succès sur la réduction de mortalité, sur l'augmentation de la population mondiale que la vaccination, effectivement. Sur la dia suivante, on va voir, rappeler que lorsqu'on parle de vaccin, tout vaccin fait permet une protection à titre individuel. Certains vaccins, ce n'est qu'une protection individuelle, comme pour le tétanos par exemple. Et finalement, pour tous les autres vaccins, et lorsque la couverture vaccinale est élevée, on obtient en plus cette fameuse immunité collective. Donc, on vaccine et on protège ceux qui ne sont pas encore vaccinés ou qui ne sont pas encore en âge de vaccination, par exemple. Et là, je donnerai différents exemples en épidémiologie. Mais bien évidemment, il faut une bonne couverture vaccinale, maintenir cette bonne couverture vaccinale. Et la dia suivante montrera que plus une maladie est contagieuse, plus la couverture vaccinale doit être élevée. Et les deux exemples caractéristiques sont la rougeole, qui est la maladie virale la plus contagieuse, puisqu'on considère qu'un patient qui a une rougeole peut contaminer jusqu'à 20 patients. Et suivi de la rougeole, c'est la coqueluche, donc pour les bactéries,
qui a un R0 quasiment identique. Et donc, pour ces deux pathologies, il faut 95% de couverture vaccinale pour obtenir l'arrêt de la circulation et peut-être un jour l'éradication de la maladie. C'est un des objectifs, notamment de l'OMS, pour la rougeole, que l'on devrait pouvoir atteindre si on a effectivement 95% de couverture vaccinale. Vous verrez, les couvertures vaccinales, on n'y est pas encore actuellement. Donc, diapo suivante. À quoi sert effectivement le calendrier vaccinal? Il est défini, c'est donc une politique vaccinale définie par le ministre chargé de la Santé. Comme a dit Anne, il sort chaque année pendant la semaine européenne de vaccination. Alors cette année, il a été un peu attendu puisqu'il est sorti le dernier jour, donc avec des nouveautés attendues. Alors tout n'est pas encore tout à fait acté comme il faudrait pour les histoires de remboursement. Donc une fois que ce calendrier vaccinal, c'est en fait notre outil de travail quotidien qui permet d'appliquer les recommandations vaccinales, de faire les vaccinations. Donc c'est un vrai outil de travail qui ensuite va être diffusé sur l'ensemble du territoire et qui doit être appliqué par tous les professionnels de santé, que ce soit les médecins, les sages-femmes, les pharmaciens ou les infirmiers. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le ministre qui définit le calendrier vaccinal. Ceci est fait par les experts de la HAS qui donnent des avis qui sont publiés tout au courant de l'année. Bien sûr, la HAS va se baser sur des travaux faits et coordonnés par des experts. On va en retrouver dans la commission technique des vaccinations. Il y a d'autres avis qui sont, par exemple, publiés par le Haut Conseil de santé publique. Et bien sûr, ces experts qui vont définir une politique vaccinale, des recommandations vaccinales par rapport à un nouveau vaccin, par exemple, ou d'anciens vaccins avec des nouveautés. Donc, ceci va se baser aussi sur, bien sûr, toutes les données épidémiologiques qui sont coordonnées par Santé publique France. Et vous comprendrez, avec toutes les nouveautés du calendrier vaccinal, en fait, tout ça découle de gros changements épidémiologiques, ne serait-ce que, par exemple, sur les infections à méningocoque. Bien évidemment, je vous rappelle qu'un vaccin, c'est aussi un médicament. Donc, de l'autre côté, il faut les autorisations de mise sur le marché. Et ça, c'est donc le rôle de l'ANSM. Tout ceci concourt chaque année à avoir la publication du calendrier vaccinal, qui est notre outil de travail professionnel. Alors, quels sont les recours? Ça, c'est pour la dia suivante. Voilà. Donc, dans ce calendrier vaccinal, sans rentrer dans le détail, c'est le programme de vaccin pour chaque individu en fonction de l'âge. On commence au début de la vie, donc chez les nourrissons, chez lesquels le système immunitaire est en train de maturer, donc ils sont une période très à risque. À l'autre extrémité de la vie, chez les seniors, apparaît une nouvelle problématique qu'on appelle, qui est bien connue, qu'on appelle l'immunosénescence. En fait, notre système immunitaire décline en même temps que nous, il vieillit en même temps que nous. Et entre ces deux âges extrêmes, bien sûr, on a des rendez-vous pour les enfants, pour les adolescents et les adultes, et on va voir certains points par la suite. Et il faut faire attention aussi pour les personnes qui ont une immunodépression ou qui sont des patients avec des facteurs de comorbidité, ça on va voir par la suite. Et bien pour ces personnes-là, il y a aujourd'hui des recommandations spécifiques, et puis on en attend d'ailleurs des nouvelles encore en fin d'année. Voilà, je crois que pour la première question, je ne sais pas Anne si tu veux que les personnes posent éventuellement des questions si nécessaire. Oui, on peut faire une micro-pause. Est-ce qu'il y a quelques... Là, on est vraiment sur le basique du calendrier vaccinal. Est-ce que quelqu'un a une intervention, une question ou quelque chose? Vous pouvez soit écrire dans le chat, soit prendre la parole. Il n'y a pas de... Non, pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va enchaîner sur le cœur du sujet. Donc, dans ce nouveau calendrier vaccinal, on voit bien qu'on est sur la vaccination, comme tu l'as montré tout au long de la vie, mais on a, toi et moi, décidé de couper en deux l'histoire, puisque c'est quand même pas tout à fait les mêmes problématiques. Et donc, si tu peux nous faire un point sur les nouveautés qui vont concerner les enfants, les nourrissons, les enfants et les adolescents, et qu'est-ce qui justifie ces décisions? J'ai vu sur la diapo que c'est vrai que c'est très dynamique un calendrier. Ça doit être dynamique un calendrier vaccinal. Ça ne l'est pas assez, puisque on attend d'une année à l'autre. On nous dit qu'il peut y avoir des changements dans l'année. Il n'y en a pas bien souvent. Donc voilà, on commence par les enfants et par les adolescents avec les nouvelles recommandations. Alors, tu peux passer la dia. Voilà. Alors, très rapidement, rappeler le poids et les problématiques
des gastroentérites à rotavirus. Ça faisait quand même plus de 10 ans que ce vaccin aurait déjà dû passer dans le calendrier vaccinal et qu'à l'époque, pour deux malheureux enfants qui ont eu des conséquences fâcheuses, puisqu'ils en sont décédés d'invagination intestinale aiguë, les autorités ont fait marche arrière et du coup, on a perdu 10 ans sur cette vaccination. Enfin, ce vaccin est dans le calendrier vaccinal. Ce n'est pas tant par rapport au décès que sur la problématique et le poids des consultations, des passages aux urgences ou des hospitalisations. Et qui dit en plus hospitalisation dit généralement aussi épidémie nosocomiale. Donc tout ça, ça a un poids économique extrêmement important, sans oublier que finalement les parents doivent aussi s'absenter pour garder les enfants. Donc c'est un poids économique important. Suivante. Je rappelle que le vaccin chez les nourrissons, il y en a deux. Donc le Rotarix qui se fait à 2 à 3 mois ou le Rotatec qui se fait en 3 doses. 2, 3 et 4 mois. Donc, il faut les faire le plus tôt possible. Suivante. Alors, juste, ça, c'est les dernières données qui ont été publiées il y a quelques jours. Non, il y a un mois maintenant sur le bulletin vaccination de Santé publique France. Ça, c'est la couverture vaccinale pour la première cohorte de vaccination. On n'est que à 31%. Bon, c'est peut-être aussi la nouveauté du vaccin. Et ça a encore du mal à rentrer dans l'automatisme de la vaccination chez les tout petits. Donc ça relève avant tout quand même de la vaccination pédiatrique. Suivante. Alors, la grande nouveauté, ça va être au niveau de la prévention des infections invasives à pneumocoque. On va avoir chez les nourrissons, chez les enfants, en tout cas chez les nourrissons, un nouveau vaccin qui est un vaccin 15 valent. On a deux sérotypes qui ont été rajoutés, le 22F, le 33F. Et donc, on va passer d'un 13 valent à un 15 valent. Le vaccin s'appelle le Vaxneuvance. Sur la diapositive suivante, vous allez voir qu'on va pouvoir faire en fait très facilement le transfert d'un 13 valent vers le 15 valent. Souvenez-vous, quand le vaccin pneumocoque, le premier vaccin pneumocoque, le Prevnar, était arrivé et qu'on est passé à un 13 valent, en fait, on faisait un changement automatique. On passait d'un 13 valent à 7 valent à un 13 valent et on va passer maintenant d'un 13 valent à un 15 valent. Donc l'interchangeabilité est tout à fait possible pour les enfants. Donc voilà, en termes de tolérance, c'est tout à fait pareil. Ensuite, le gros chapitre chez les tout petits, ça va être l'épidémiologie des infections, enfin des écologies des infections invasives à méningocoque. Tu peux appuyer Anne. Alors, rappelle-les quand même d'abord qu'il y a un premier pic à 1 an. Ensuite, il y a un deuxième pic à 15-25 ans et que dans l'épidémiologie, c'est toujours le sérogroupe B qui est majoritaire et avec un gros changement d'épidémiologie par rapport au pré-Covid ou juste avant Covid. Souvenez-vous, quand le vaccin méningocé est devenu obligatoire, on a explosé les couvertures vaccinales et on avait introduit le vaccin à l'âge de 5 mois et l'obligation vaccinale a fait exploser la couverture vaccinale. Et aujourd'hui, le méningocé, vous verrez dans les courbes après, est quand même en 4e position. Donc, c'est plus le problème. Aujourd'hui, le problème, c'est le Y et le W qui sont responsables, notamment pour le W, d'une mortalité non négligeable. Le B étant toujours celui en pole position sur les purpura fulminans. Et on a de plus en plus de données sur l'impact de ces infections invasives à méningocoque en termes de séquelles précoces, en termes de décès, mais de morbidité extrêmement importante. On a une étude SNIRAM qui a montré que les conséquences de ces infections invasives peuvent se découvrir longtemps après, donc notamment en arrivée à l'école, au moment de l'apprentissage, des difficultés d'apprentissage par exemple. Parlons pas des enfants handicapés qui auront subi une amputation et que l'on doit appareiller donc effectivement toute la vie. Donc, on sait aujourd'hui qu'on a des coûts faramineux sur les conséquences de ces infections, même si elles sont relativement rares, mais ça justifie tout à fait le changement des recommandations vaccinales. La suivante. Alors, l'épidémiologie a fortement changé avec le Covid. Alors là, sur une moyenne glissante sur 3 mois, vous voyez qu'on a au moment du Covid un creux et effectivement quasiment plus ou pas d'infections invasives et on a un rebond en post-Covid. Et c'est sur la dia suivante que vous allez surtout voir ça. C'est très marquant. C'est une courbe vous avez l'habitude de voir en incidence cumulée. Vous avez en donné les mois les mois de l'année. Et donc, vous voyez sur la partie grisée qui est la moyenne sur les années précédant le Covid, avec une augmentation. La courbe rouge, celle de 2020, vous voyez ce qui s'est passé en mars
2020, on met une pandémie en place, là, je fais de l'humour, vous mettez en place le confinement, la distanciation sociale, le port du masque, et on n'a quasiment plus d'évolution sur les cas d'infection invasive à méningo. L'année 2021, on n'a jamais eu aussi peu de cas d'infection invasive. Vous voyez qu'en fin 2022, on a effectivement un retour à la vie normale. Effectivement, on voit une nette augmentation. Et là, je vais vous demander tous de vous accrocher à vos chaises. Et on va voir, Anne, l'année suivante, tu peux appuyer, voilà, où on en est en 2023. Vous voyez qu'on est au-dessus de la moyenne. On a une explosion des cas de méningite. Dans la diapo suivante, ça va se voir sur toutes les tranches d'âge. Donc toutes les tranches d'âge sont concernées, nettement moins peut-être les 6-10 ans ou les 11-15 ans, mais surtout les 16-24 ans. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais je rappelle que les 15-25 ans sont le réservoir des méningocoques. Autant les nourrissons sont le réservoir des pneumocoques, mais les 15-25 ans sont le réservoir des méningocoques, et ça explique le grand changement des recommandations vaccinales cette année. Sur la diapo suivante, on voit que effectivement le B, il y a un rebond des infections dans toutes les tranches d'âge. Pour le C, il n'y a pas de rebond. Il y a eu quelques cas, mais il n'y a vraiment pas de rebond. Et il y a un rebond pour les deux sérogroupes suivants, le W et dans toutes les tranches d'âge, et le Y. Et là, le Y concerne surtout les adultes jeunes et les seniors. Sur la diapo suivante, on voit donc les nouvelles recos. Alors pour le quadrivalent ACYW, donc ce qui change cette année, c'est qu'on va remplacer le méningo-C que l'on faisait à l'âge de 5 mois. On fait un quadrivalent à l'âge de 6 mois et un rappel à 12 mois. Et la deuxième tranche d'âge qui va nous intéresser, ce sont les 11-24 ans. Alors, il sera recommandé de faire une vaccination quadrivalente à 11-14 ans. Mais pour ceux qui ne sont pas vaccinés à 11-14 ans, on pourra faire un rattrapage jusqu'à 24 ans révolus, sachant que, je répète, les 15-24 ans sont véritablement le réservoir des méningocoques. Alors, les vaccins, chez les tout petits nourrissons, il n'y a que le Nimenrix qui est autorisé avant l'âge de 1 an. À partir de l'âge de 1 an, pour ceux qui ne sont pas vaccinés avant, on pourra faire à 1 an le Menquatfi, qui est un AMM à 12 mois. Et pour les 11-14 ans et jusqu'à 24 ans révolus, on pourra utiliser les 3 vaccins, donc le MENVEO également, qui peut être fait à partir de l'âge de 2 ans. Quant au méningo B, alors oui, juste, je suis désolé, il y a des petites modifications. Alors, lorsqu'on discute notamment avec les spécialistes ou avec professeur Taha Mohamed, en fait, l'âge de 14 ans serait l'âge idéal pour faire la vaccination quadrivalent ACYW, puisque ça permet ensuite de protéger globalement les 10 années suivantes, qui sont la période où on est dans le portage des méningos. Quant au niveau du B, ça ne change pas. Je précise aussi qu'à partir de l'an prochain, le 1er janvier 2025, les vaccins quadrivalents ACYW et le vaccin méningo B vont passer en obligatoire. Ça va aussi nous simplifier la vie d'ailleurs. Donc le méningo B, pour les adolescents, vous avez vu dans les dias précédentes que le méningo B est toujours en pole position. Pour l'instant, la HAS n'a pas donné d'avis de vaccination méningo B systématique chez les 14-24 ans. Cependant, alors ça c'est très curieux et c'est très nouveau, la HAS a souhaité qu'il y ait un remboursement possible de la vaccination. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais généralement, pour avoir un remboursement des vaccins, il faut qu'il y ait une indication, une recommandation de vaccin, donc que ce soit noté dans le cadre vaccinal. Là, c'est un peu l'inverse. Il n'y a pas de recommandation d'indication de vaccination méningo B, mais toutefois, la HS a demandé à ce qu'il y ait un remboursement possible. Donc tout ça est encore en attente. Et tu peux appuyer Anne, la couverture vaccinale méningo B, donc dernière donnée, sur la cohorte 2023, donc au moins une dose à 8 mois, on est à 75%, ce qui est quand même pas mal.
Les couvertures vaccinales 2022, donc chez les filles, étaient à 42%. Donc, on est très loin des données de d'autres pays comme l'Angleterre, comme l'Espagne, le Portugal, enfin tous ces pays, ou les pays nordiques, hein, qui ont fait énormément de progrès et qui. Alors, on n'en est pas encore à la situation de l'Australie, qui nous a annoncé que d'ici la fin de la décennie, ils n'auront plus de cancer du col sur leur territoire. Alors, la dia suivante, par contre, on a quand même progressé. Voilà, ça c'est les dernières données avec l'annonce, la demande du président d'introduire cette vaccination donc dans le collège. Une première campagne de vaccination a commencé à la rentrée, septembre, octobre, novembre. Là actuellement, on est dans la deuxième campagne donc pour la dose de rappel. Et les données qui ont été montrées par par Santé publique France, on a quand même progressé chez les jeunes filles, donc plus de 17 points d'augmentation sur cette au moins première dose avant 12 ans. Et la dia suivante montrera les données chez les garçons, où on a gagné 15 points. Donc on a quand même, on progresse, on n'est toujours pas dans cet objectif de 80%, donc on a encore à mettre les bouchées doubles, bien évidemment, et à rattraper beaucoup de vaccinations, mais on a quand même une dynamique et ça progresse. Donc des vaccinations ont été faites au collège, et pour moi, je pense que c'est un succès, parce qu'on est arrivé à faire quelque chose. Il y a eu de la vaccination aussi faite en milieu libéral, bien évidemment. Bien évidemment, on peut toujours faire mieux, et on fera mieux, bien évidemment, l'an prochain. La dia suivante rappelle le schéma vaccinal, donc très simple. Et le message, c'est vraiment de commencer le plus tôt dans la vaccination, donc dès l'âge de 11 ans, 2 doses à 6 mois d'intervalle. À partir de 15 ans, je vous rappelle que c'est 3 doses et toute dose compte. Puis appuyer, Anne. Voilà, en termes de vaccination, chaque dose compte. Donc, s'il y a eu un loupé, un retard sur la vaccination, on ne reprend pas à zéro. On termine la vaccination et le nombre de doses à faire en total, c'est toujours en fonction de l'âge de la première dose. Hein, donc, 2 doses avant 15 ans et à partir de 15 ans, c'est 2 doses. Aujourd'hui, on peut vacciner tous les garçons jusqu'à 26 ans. Et ce qui est scandaleux, et ce qui me scandalise moi tout particulièrement, c'est que la prise en charge pour l'instant de la vaccination s'arrête à 20 ans pour les jeunes femmes, et ce qui est absolument révoltant. Dia suivante. On a quand même suffisamment de données. Alors, on n'est pas parti, je ne vous ai pas du tout présenté les données d'efficacité sur les lésions précancéreuses, les cancers, etc. Je pense que vous les avez vues largement passer, mais on peut rassurer les mamans qui sont hésitantes à faire vacciner ses enfants. Lorsqu'on a maintenant en vaccinologie 14 années de recul avec près de 500 millions de doses distribuées, aujourd'hui, on sait de quoi on parle sur la sécurité effectivement de ce vaccin. Et la dia suivante rappelle que sur la Société francophone de sclérose en plaques, hein, donc ça, ce sont les neurologues qui le disent, qui le répètent et qui l'écrivent noir sur blanc dans leur dernier rapport, c'est que ces vaccins, que ce soit l'hépatite B d'ailleurs, comme il y a 30 ans, ou le vaccin HPV, ça n'entraîne pas de sclérose en plaques et ça n'entraîne pas de poussée de sclérose en plaques. Donc là, on est tout à fait certain. Suivante. En revanche, je réinsiste, effectivement, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que sur les 6-7 dernières années, on a quand même cumulé près de 2 millions de femmes qui n'ont pas été vaccinées avant l'âge de 20 ans et qui aujourd'hui ont une terrible perte de chance parce qu'elles ne peuvent normalement pas bénéficier d'une prise en charge du vaccin. Et ça, normalement, ça devrait aussi bouger et j'espère que les autorités vont enfin avoir le courage d'avancer rapidement sur ce sujet. Comme le montre la dia suivante, en fait, en début d'année, j'ai sollicité les sociétés savantes, des académies, des associations pour signer une lettre ouverte qui demande enfin cette véritable vaccination HPV universelle, hommes et femmes, sans distinction d'orientation sexuelle, et donc une vaccination jusqu'à 26 ans, comme ça se fait dans quasiment tous les pays européens et qui vaccinent très bien, et ce que font les Australiens depuis fort longtemps. Alors l'Académie, quelques jours avant ma lettre, ma publication, a aussi émis exactement la même demande que cette vaccination soit véritablement universelle. Dia suivante. Voilà, donc je pense que c'était les points les plus importants sur la vaccination enfants, adolescents. Est-ce que vous avez des questions? Merci Christophe. Moi, j'ai une question. Je prends le profiter que j'anime. Pourquoi cette hésitation sur la vaccination méningo B? On n'élargit pas le méningo B?
Pourquoi on le fait que chez le nourrisson et qu'on ne va pas plus loin? Alors, parce que c'est vrai que c'est une question tout à fait justifiée, pertinente, parce que finalement, on a cette tranche d'âge des 15-25 ans qui est le réservoir et chez lesquels le méningo B est présent et toujours responsable d'infections invasives. Alors, il ne faut pas oublier que il y a deux petits freins. Et alors, bien évidemment, en France, on est toujours sur des questions économiques qui sont un peu stupides, mais nécessaires. Alors déjà, je rappelle qu'il faut 2 doses. Donc ça, c'est déjà la complexité de la vaccination. Et pour l'instant, on sait que le Bexsero, le vaccin méningo B, n'a pas montré effectivement un rôle sur le portage, contrairement au vaccin quadrivalent. Et donc, c'est un peu un frein sur les autorités, ça. Mais peut-être que la question économique, effectivement, est un gros frein. Mais on devra tôt ou tard, de toute façon, y arriver. Et ce que tu n'as peut-être pas précisé, mais il faut dire que ce n'est pas d'une limpidité pure, c'est l'histoire des recommandations euh, alors, pneumovax, ouais, enfin, le Vaxneuvance et Méningo, les histoires de remboursement, parce que c'est la première fois qu'on a un calendrier vaccinal où les recommandations ne sont pas vraiment applicables pour des histoires de remboursement. Donc peut-être le Alors, repréciser. oui, c'est tout à fait vrai. Toute la difficulté, c'est que là, on a des avis qu'on attendait vraiment. Les pédiatres ont poussé, enfin les autorités, les sociétés savantes souhaitaient vraiment avoir ce vaccin méningo. Déjà, on avait poussé il y a 2-3 ans sur le vaccin méningo B. C'est quand même les sociétés savantes qui ont permis de faire changer l'avis de la HAS sur le positionnement du méningo B chez les nourrissons. Donc pour l'instant, on dirait qu'on n'a pas gagné chez les adolescents. Et pour les histoires de prise en charge à ce jour, donc en fait le calendrier est sorti, on a les avis, donc on pourrait demain prescrire les vaccinations, mais et à ce jour, les publications de prise en charge de ces vaccins ne sont pas encore sorties. Alors, si vous avez des CPAM dans vos régions qui sont à cheval sur la réglementation, effectivement, ça pourrait bloquer en pharmacie ou sur les histoires de prise en charge. Je ne sais pas si à la marge, ça pose véritablement problème, mais c'est vrai qu'on a des avis, on a des recommandations qu'on devrait appliquer dès la sortie du calendrier vaccinal, mais qu'en fait, pour l'instant, on attend les publications des prises en charge. Et vous verrez tout à l'heure un exemple sur le vaccin Zona pour les seniors, c'est un peu pareil. Alors Younes, tu avais une question ou tu as enlevé ta main? Oui, oui, c'était sur les méningites, mais tu l'as posé du coup, Anne. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des... J'aurais des questions, mais plutôt sur les adultes après. Oui, parce que là, la révolution, enfin, il y a des grands changements ouais, chez les adultes. Bon, peut-être que les choses sont assez Juste claires. pour, Donc, la difficulté, ça va être. Annie, elle a une question. Oui. oui, en fait, je l'ai écrit juste pour parler de la vaccination des infections invasives à méningocoque. Enfin, c'est une absence de lisibilité totale sur la vaccination. Déjà, les familles pensent que les enfants sont vaccinés en ayant vacciné l'enfant méningo-C. Là, d'un seul coup, vous leur dites, bon, ben, on ajoute le B en recommandé, on va mettre le ACWY en remplacement. Mais attendez, ce sera que l'année prochaine. Hein. Enfin bon, après, il y a de nombreux médecins qui recommandent aux familles la vaccination. Je suis d'accord avec vous, mais pas tous, pas tous, pas tous. Voilà. Alors, alors je ne l'ai pas précisé, mais je rappelle que, par exemple, pour le méningo-C, on a une vaccination maintenant à 5 mois, on avait un vaccin à 5 mois, un rappel à 12 mois et un rattrapage jusqu'à 24 ans révolus. Alors que pour le méningo ACYW, il n'y a pas pour l'instant de question de rattrapage. Donc en fait, il faut vacciner les nourrissons avant l'âge de 2 ans, je pense, dans les clous, donc à 6 mois et à 1 an. Pour moi, raisonnablement, jusqu'à 2 ans, on peut rattraper un quadrivalent. Mais à partir de l'âge de 2 ans, jusqu'à 11 ans, il y a un gap. Alors, est-ce qu'on restera sur le méningo-C? Je n'en sais strictement rien. Mais pour l'instant, il n'y a pas de notion de rattrapage. Mais de toute façon, je vous avais montré les courbes épidémiologiques. On a un pic à 1 an et le deuxième pic, c'est les 15-24 ans. Hein. Donc voilà, finalement, comme la population adulte, entre 2 et 15-20 ans, il n'y aurait pas d'indication. Du coup, il n'y a pas d'indication vaccin quadrivalent. Et donc, ce qui va nous faciliter la vie, c'est l'obligation vaccinale. Mais l'obligation vaccinale sera décidée pour le 1er janvier 2025.
Et en attendant, on compte le nombre de cercueils. C'est Et ça qui est bien. je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est J'ai ça bien qui est compris. heureux. Oui, Donc, oui. Mais je ne peux pas m'empêcher de le pédiatres, dire, vous savez. mais vous avez bien raison. Mais les pédiatres, eux, ils s'en foutent. Il y a les recos, ils vaccinent, ils ont tout à fait raison de vacciner. Après, on peut se faire taper sur les doigts éventuellement par sa CPAM, mais je pense que raisonnablement, la reco est sortie. Je ne suis pas sûr que la CPM, elle serait un peu stupide de faire du zèle en disant vous avez prescrit hors recommandation, enfin pas hors recommandation, mais hors prise en charge. Donc, vaccinons et on sauvera des vies. Oui. Il y a un manque comment on dit, de vision globale des autorités de santé quand même, parce que ça fait un moment que les pédiatres poussaient pour cette reco, qu'on a attendu. Il est quand même marqué sur chaque calendrier vaccinal qu'il peut y avoir une nouvelle version dans l'année. Or, en fait, il ne se passe rien d'une année à l'autre, alors qu'on aurait pu avancer avant. Non, Et quand enfin on avance, il n'est pas remboursé. Oui. C'est quand même assez Et hallucinant. ça, c'est la lourdeur administrative en France où il faut que les choses soient publiées pour que ce soit remboursé. Et voilà. Donc, je vous en parlerai d'un autre exemple tout à l'heure, mais c'est tout pareil. Pourquoi Une faire autre question, une autre remarque? Oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On est assez bon, ça, je suis d'accord avec toi. Très bon pour ça, oui. Pas d'autres questions sur l'enfant? Non, juste, je vais vous le redire parce que je le dis très souvent. Je trouve que vous parlez très très bien, docteur Romain, sur le calendrier vaccinal. Vous dites que c'est votre outil de travail, c'est vrai. Moi, je dis que c'est votre Bible, entre guillemets. Et Oui. pourquoi la carte postale recto verso n'est pas affichée dans toutes les structures santé? On ne le voit jamais, enfin que très rarement dans les cabinets de médecins, pédiatres, on le voit rarement. Et ça, vous savez, et même dans les pharmacies, on ne voit pas du tout, ou très peu. Et ça, pourtant, je trouve que c'est un outil formidable, je dis bien, parce qu'en fait, ça engage la conversation, parce que vous savez, vous connaissez bien le calendrier vaccinal, moi aussi, mais il y a beaucoup de familles, quand vous leur parlez du calendrier vaccinal, c'est quoi ça? Parce qu'en fait, ils font confiance à leurs médecins, donc voilà quoi. Mais maintenant, les médecins ont moins de temps et tout. Et l'affichage de ce calendrier vaccinal simplifié, je suis certaine que ça aiderait à la couverture vaccinale, par exemple. Oui. Vous voyez, voilà, il faut vraiment l'entendre. Voilà. Alors, que ce soit effectivement le calendrier, donc on peut obtenir plein d'affiches qui permettent de faire parler vaccin et d'utiliser. Alors, ces petites cartes postales calendrier vaccinal donc simplifié, celle qui paraît donc en 2024, en fait, ne reprend même pas toutes les recommandations que j'ai déjà parlé jusqu'à présent. Donc, on ne voit pas apparaître dans la tranche des enfants le vaccin quadrivalent CYW. Donc, on est un peu en décalé par rapport à des outils de travail qu'on peut utiliser quotidiennement et qui ne sont même pas réactualisés. Mais c'est toujours ce décalage entre la validation d'un document officiel et sa publication par rapport aux nouvelles recommandations. Voilà, donc cette année, on est un peu dans une charnière. Voilà, je pense que l'an prochain, les choses seront beaucoup plus faciles. Une autre remarque, une autre question? Non, personne? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner, Christophe, avec la suite de l'histoire. Si vous voulez bien recouper vos caméras, tout le monde. Ça, sauf Christophe, bien sûr. Et donc, même question sur le pourquoi on fait évoluer le calendrier et quelles évolutions chez l'adulte. Enfin, l'adulte, l'adulte jusqu'au bout, là. Oui, jusqu'au bout. Alors, je vais commencer la dia suivante par une petite période de charnière. Donc, ça, c'était juste pour, finalement, ce serait un résumé de ce qui se passe en nouveauté chez l'adulte, mais commencer par le point qui est en bas, en fait, sur le rattrapage ROR, parce que vaccination ROR, c'est la dia suivante. C'est un peu un charnière avec la vaccination de l'enfant, de l'adolescent et l'adulte. Je vous rappelle qu'on est en situation épidémique de rougeole depuis 2008, que nous avons tous connu cette immense épidémie en 2011. Voilà, plus de 30 000 cas, plus de 25 décès. Enfin, c'est assez lamentable d'en être dans une situation comme ça en France. Je ne rentre pas dans les détails sur les années. On a eu pré-Covid, post-Covid et au milieu. Mais on est aujourd'hui, tu peux appuyer, Anne, dans une situation où ça explose de partout. Déjà, il y a 2 ans, ça a explosé sur le continent, en région Afrique, par
les problématiques suite au Covid ou dans les centres de vaccination, enfin dans les dispensaires, tout ça a été mal fait, donc ça a explosé et ça explose actuellement en région Europe. Et sur les 4 premiers mois de l'année 2024, on a quasiment autant de cas que toute l'année 2023. Et le nombre, si on compare par rapport à 2022, a été multiplié par 60. Donc sur la dia suivante, juste montrer que l'épidémiologie a aussi un tout petit peu changé habituellement sur les années pré-Covid et Covid. En fait, ce qui ne changeait pas, c'est qu'on avait généralement toujours 90% des cas de personnes qui faisaient une rougeole n'étaient pas vaccinées ou non vaccinées. Alors, en 2023, les cas ont été effectivement multipliés par rapport à 2022. Ça, c'est les données françaises, ce n'est pas la région Europe. Mais l'épidémiologie a un tout petit peu changé parce qu'en fait, on a eu un énorme cluster dans un collège près de Valence, ce qui explique que finalement, on a une tranche d'âge dans les taux d'incidence, plutôt dans cette tranche 10-14, alors qu'habituellement, on avait surtout les moins d'1 an qui étaient concernés, parce qu'eux n'étaient pas protégés par l'absence de vaccination des plus grands. En termes d'épidémiologie, ces dernières années, c'est toujours pareil. Hormis 2023 qui est un peu particulière, donc retenez que les personnes qui font une rougeole sont dans 90% des cas pas vaccinés ou mal vaccinés, 30% d'hospitalisation, 1 à 2% en réanimation et bon an mal an éventuellement un décès. Donc la dia suivante montre voilà, qu'en fait la nécessité pour pouvoir faire face à ce fléau qui est la rougeole qui revient donc en force, c'est d'obtenir 95% de couverture vaccinale et il faut 2 doses. Je rappelle que la deuxième dose, c'est une dose de rattrapage. Vous voyez qu'on n'y est pas globalement et si on regardait dans les détails en fonction des tranches d'âge, qu'on se soit en primaire, qu'on soit au collège, effectivement, on n'est toujours pas à 95% de couverture vaccinale. Donc, je dirais que pour la vaccination rougeole, c'est très simple aujourd'hui. Alors, on a bien sûr l'obligation vaccinale chez les nourrissons, ça c'est très facile, mais il y a toutes ces rattrapages. Là, tu peux appuyer, Anne. Il y a tous ces rattrapages que l'on doit faire et rattraper pour toutes les personnes, et notamment adultes aujourd'hui, qui sont nés à partir de 1980, qui ont plus d'1 an d'âge. Et il faut absolument vérifier. Et la seule règle à appliquer, c'est ces fameuses 2 doses de vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Peu importe si on a un antécédent de rougeole, rubéole ou d'oreillon noté dans le calendrier vaccinal, ce qui compte, c'est le nombre de doses de vaccin ROR à partir de l'âge de 1 an. Donc, je rappelle pour le cas de Valence, par exemple, on a effectivement 40% de collégiens qui ont fait une rougeole alors qu'ils avaient 2 doses. Mais en fait, la première dose, à l'époque, avait été faite avant l'âge de 1 an, souvent en entrant en collectivité, et c'était à l'âge de 9 mois. Et donc, cette première dose, on sait qu'elle ne compte pas si elle est faite avant l'âge de 1 an. Donc, la règle, c'est 2 doses à partir pour toute personne née depuis 1980 et qui a plus d'1 an d'âge. Diapositive suivante. Là, on fait un gros bond en avant. Là, on est chez les seniors, prévention du zona. Tout un chacun peut potentiellement y être concerné, 2 par l'âge, l'immunosénescence. Une personne sur 3 fera un zona un jour. Bien évidemment aussi lorsqu'on est plus jeune, mais sous traitement immunosuppresseur, par exemple. Et vous connaissez l'impact de ce zona par les douleurs que ça peut entraîner, qui peuvent persister 6 mois, 1 an après l'apparition du zona. On fait un zona parce qu'on a fait une varicelle dans son enfance. Diapositive suivante. Et le zona, c'est un peu comme la grippe, c'est des épisodes infectieux aigus qui peuvent entraîner une entrée en dépendance. Quand vous avez un vieillissement physiologique, on y passe tous, je parlais d'immunosénescence, quand vous rajoutez là-dessus une maladie chronique, cela va pouvoir aller un peu plus vite. Et quand arrive une maladie aiguë comme le zona ou comme une grippe, du coup, on peut passer dans un seuil d'insuffisance. Tu peux appuyer. Voilà, c'est le petit personnage là qui tombe et là, il peut y avoir une cascade d'événements, de complications. Dans les suites du zona, il y a aussi une augmentation d'AVC et tu peux appuyer pour montrer qu'il y a aussi des conséquences au niveau physique, au niveau fonctionnel, sur toutes les activités quotidiennes, sur les atteintes sociales et les atteintes psychologiques. Si le zona apparaît généralement plutôt chez les seniors, ce sont souvent des gens avec des comorbidités, donc déjà polymédiqués, sur lesquels il va falloir rajouter d'autres traitements du zona, qui est un peu compliqué au niveau des douleurs, et donc ça peut entraîner effectivement plein d'effets secondaires. Donc autant faire de la prévention. Jusqu'à présent,
et c'est la dia suivante, jusqu'à présent, on avait un vaccin vivant qui était limité dans une tranche d'âge, je vous rappelle, 65 ans et jusqu'à 74 ans révolus. La grande révolution, enfin, c'était aussi un vaccin qu'on attendait depuis de longues années, alors que, par exemple, mes voisins en Allemagne l'avaient déjà depuis longtemps. C'est enfin un vaccin inactivé, qui est le Shingrix, qui se fait en 2 doses à 2 mois d'intervalle. Et la révolution, ça va être les indications, donc l'âge dès 65 ans, toute personne depuis 65 ans justifiera de cette vaccination. Les patients plus jeunes, s'ils sont immunodéprimés, pourront bénéficier de ce vaccin. Les patients qui ont déjà fait des zonas de façon itérative et qui vivent un vrai calvaire, donc on pourra indiquer ce vaccin. Et puis pour tous les patients, donc là on est chez les seniors déjà vaccinés antérieurement par du Zostavax, on pourra et on refera cette vaccination par le Shingrix, donc 2 doses à 2 mois d'intervalle, mais il faudra attendre un délai minimum d'1 an par rapport à une vaccination ou par rapport à une infection pour pouvoir faire cette vaccination. Et le petit encart supplémentaire pour montrer que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Effectivement, le vaccin est indiqué, il est dans le calendrier vaccinal, mais pour l'instant, en officine, il ne va pas pouvoir être pris en charge. Et ça vient de sortir il y a 2 jours. La délivrance pourra être faite dans les PUI, dans les hôpitaux, dans le cadre d'un accès direct, bien évidemment dans les indications de la vaccination. Et sur l'ordonnance, il faudra noter prescription au titre de l'accès direct pour qu'il puisse y avoir délivrance du vaccin. Alors souvenez-vous, on était dans cette situation il y a quelques années quand on avait une pénurie sur le vaccin hépatite B. Le vaccin devait être récupéré en PUI dans les hôpitaux. Et donc pour l'instant, ça va être cette situation-là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. On m'a dit que c'était maximum 1 an, donc ça peut durer quelques mois. Là encore, la main est au niveau des autorités pour que la publication prise en charge et que ce vaccin soit disponible et délivré en officine. Dia suivante. On reste aussi chez les seniors, mais aussi chez des sujets plus jeunes, effectivement à risque. Une dia sur le rappel de l'importance de la vaccination grippe. Alors, je pense que ne peuvent parler de la grippe que les gens qui ont véritablement fait une grippe. Moi, j'en ai fait une il y a 25 ans et je me suis juré que ce serait la première de ma vie et la dernière de ma vie. Et donc, depuis, je me fais vacciner. Et j'ai aussi plein de patients immunodéprimés en face de moi, donc c'est quand même très important. L'impact non négligeable de la morbimortalité. Vous avez en haut à droite les couvertures vaccinales. Alors, c'est extrêmement pitoyable sur l'hiver qui vient de passer, puisqu'on a un recul non seulement chez les patients de plus de 65 ans, mais surtout chez les patients de moins de 65 ans avec des comorbidités. Donc, on a fait moins que 2 ans avant. Je n'ai pas mis les chiffres chez les professionnels de santé, mais c'est guère mieux. Tout ceci ne concourt bien évidemment pas à la réduction du poids de la grippe. Alors, quand pour vos patients, maintenant, moi, quand j'ai des patients un peu hésitants ou très hésitants sur la vaccination grippe, je change totalement de sujet et je leur pose une question toute simple. Est-ce que vous savez qu'il existe un vaccin contre l'infarctus du myocarde? Bien sûr, tout le monde me répond non et je pense que vous me répondriez non également. Eh bien, c'est un argument qu'on peut aujourd'hui utiliser puisqu'il existe effectivement un vaccin contre l'infarctus du myocarde, c'est le vaccin contre la grippe. On sait maintenant que la grippe infection augmente le risque d'infarctus dans le mois qui suit avec un facteur multiplié par 10. Dans les 8 jours, un risque d'AVC multiplié par 8. Donc vous voyez que les conséquences de la grippe ne sont pas négligeables. Et donc, ça peut éventuellement amener des gens à finalement moins hésiter sur la vaccination. Donc, c'est effectivement important. Deuxième information, tu peux appuyer Anne, c'est cet hiver, alors ça c'est une recommandation qui ne va pas foncièrement changer notre campagne de vaccination, mais l'OMS ne recommande que des vaccins trivalents. Maintenant, ça fait 2-3 ans qu'une des souches de virus grippe B ne circule plus et donc voilà, on pourrait revenir sur des vaccins trivalents puisque vous savez qu'on était sur des vaccins quadrivalents. Donc ça ne change pas foncièrement notre campagne de vaccination hivernale à venir. Mais par contre, ce qui est plus malheureux, c'est le point suivant, c'est qu'on avait et qu'on militait pour que on fasse ce vaccin Effluelda-HD, donc hautement dosé pour les personnes de 65 ans et plus, qui avait montré, et ça c'est notamment les données américaines, qui avaient montré que le fait d'utiliser un vaccin grippal plus dosé permettait de prévenir 25% des grippes chez notamment les seniors.
Et ben cette année, malheureusement, alors pour des choix politiques, financiers, etc., ce qui est bien malheureux, ce qui me scandalise, ce vaccin Influenza HD ne sera pas disponible cet hiver. Alors j'espère qu'on l'aura l'hiver suivant. Et puis autre point, c'est le point suivant sur la grippe. Malheureux, l'HAS avait sorti un avis, avait publié un avis début 2023 pour recommander la vaccination grippe chez les enfants de 2 à 17 ans. Là, on est en dehors des recours pour des enfants à risque. Là, on est le commun des mortels, donc sans facteur de risque. Donc, chez les enfants de 2 à 17 ans, recommande une vaccination grippe. Pourquoi? Et notamment chez les tout petits. Si je vous parlais de réservoir des méningoes chez les adolescents, le réservoir de la grippe, c'est comme le réservoir de la pneumocoque. Ce sont de nouveau les nourrissons, les enfants en bas âge, et notamment ceux qui vont à l'école et qui ramènent le virus grippal à la maison, chez les parents et chez les grands-parents, et les personnes donc plus à risque. Et donc, on a un avis de vaccination chez les enfants de 2 à 17 ans, mais on n'a toujours pas ce fameux vaccin vivant, nasal, donc qui évite de faire une piqûre, donc une douleur, entraîner une douleur, qui est le Fluence Tetra. Donc, une fois de plus, le vaccin ne sera pas disponible cet hiver et c'est donc bien malheureux. Donc, on en dit toujours qu'au vaccin injectable. La suivante. Alors, le gros de la nouveauté, ça va être les vaccins contre les infections invasives à pneumocoque. Là, vous avez, en fonction des tranches d'âge, vous voyez les deux extrêmes de la vie qui sont finalement les plus à risque au niveau des infections, et notamment des infections à pneumocoque. Je crois que je l'ai dit rapidement tout à l'heure, je le répète, on attend d'ici la fin d'année de nouvelles recommandations, notamment pour les personnes immunodéprimées aspléniques, pour des recos qui datent maintenant de plus de 10 ans, qu'il faut absolument qu'on remette à jour. Donc, elles seront publiées normalement fin 2024. Ce qui est important, c'est le point suivant. C'est de rappeler aussi que les infections à pneumocoque en Europe, ça représente un coût faramineux. Je vous ai mis en dessous le coût global d'une pneumonie communautaire qui coûte à peu près 7 000 € versus le coût des vaccins. Alors, je vous ai mis les deux schémas vaccinaux avec le dernier vaccin Prevnar 20 qui vient de sortir et qui coûte 58,20 € avec une vaccination qui va être beaucoup plus simple. Par contre, il faut rappeler, avec la dia suivante, les personnes qui sont concernées. Voilà, rappelez déjà que les personnes qui présentent des comorbidités, lorsque vous additionnez les comorbidités, en fait, vous multipliez le risque d'infection invasive à pneumocoque. Anne, tu peux appuyer, il y a une petite animation qui montre qu'effectivement, vous voyez qu'avec l'âge est un facteur de risque. Pour l'instant, malheureusement, en France, on n'est pas dans l'indication pneumocoque généralisée à partir de 65 ans, donc il faut avoir une comorbidité, ce qui est quand même un peu dommage. Mais quand vous additionnez des comorbidités, vous pouvez vous retrouver avec 3 comorbidités, par exemple, dans une situation même plus à risque que le sujet qui est simplement immunodéprimé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir systématiquement en tête. La dia suivante montrera les personnes qui doivent être vaccinées. Tu peux appuyer plusieurs fois, Anne. Alors, ça, c'est la liste, effectivement, des personnes immunodéprimées. Donc, les aspléniques, je ne vais pas les détailler, mais vous les connaissez. Juste pour dire, par exemple, un patient chez qui on diagnostique une tumeur ou une hémopathie, c'est déjà un facteur de risque. Donc, il faut déjà vacciner à ce stade-là. Parlons pas des greffés ou d'essayer de faire tout ça avant les greffes, bien évidemment. Et du côté des patients avec des comorbidités, tu peux appuyer encore une fois. Donc, toutes ces personnes additionnées, ça représente quand même 12% de la population. On doit être à 4-5 millions de personnes avec des comorbidités et un demi-million ou entre 2 millions et 1 million de personnes avec des immunodépressions ou aspléniques. Mais ce qui est bien plus désolant, c'est notamment la couverture vaccinale pneumocoque correcte en 2018, selon l'étude Covaris, qu'elle n'était que de 18% chez les patients immunodéprimés aspléniques. Et alors là, tenez-vous aussi à vos chaises, elle n'est que de 3% en 2018 pour les patients présentant une ou plusieurs comorbidités. Donc, comme je dis souvent à mes étudiants en médecine, vous avez un patient en face de vous, il n'est pas à jour de ses vaccins, et je me trompe généralement pas dans 95% des cas, ne serait-ce que pour cette prévention, vaccination pneumocoque. Alors, qu'est-ce qui change en termes de recommandations ? La dia suivante montre, donc, rappelle juste l'existence de ce 15 valent, donc le Vaxneuvance, pour l'instant en pédiatrie. Le vaccin 20 valent, le Prevnar 20, pour l'instant, est un vaccin
qu'adulte. Il n'a pas encore obtenu l'AMM pédiatrique, même si les autorités françaises l'ont demandé. Donc, ça va finir par passer aussi en pédiatrique. Et le 20 valent, donc on a rajouté 7 sérotypes. Et ces sérotypes additionnels ont montré qu'ils avaient une forte responsabilité en termes de mortalité, en termes de sensibilité des milieux antibiotiques ou éventuellement dans les cas de méningite. Donc, on a eu raison de rajouter ces valences supplémentaires. Bien évidemment, il faut aussi montrer que le fait de rajouter des valences supplémentaires, le vaccin reste efficace, et notamment sur les valences qu'on avait déjà avant dans le vaccin. Donc, toutes ces études ont été faites et montrées. Donc, dans l'avenir, ce vaccin 20 valent va aussi passer en vaccination pédiatrique. Mais pour l'instant, ce n'est que de la vaccination chez l'adulte. Alors, les schémas. Et c'est là où maintenant, enfin, ça va nous révolutionner et nous simplifier la vie. Donc, pour tout patient de plus de 18 ans qui donc a risque d'infection à pneumocoque est naïf de toute vaccination, donc c'est très simple, 95% des patients avec des comorbidités n'ont jamais été vaccinés. Et du côté des patients immunodépréaspéniques, on peut dire que 80% ne sont pas vaccinés. Donc, pour cela, vous faites une dose de vaccin Prevnar 20 et la vaccination à ce jour est terminée. Pour les patients, toujours adultes, précédemment vaccinés avaient commencé un vaccin avec un Prevnar 13 ou avaient bénéficié d'un vaccin polysaccharidique 23 valent. Donc là, on est plutôt du côté des comorbidités, par exemple BPCO et autres. Si on est à plus d'un an de ces deux vaccins antérieurs, enfin l'un ou l'autre, vous faites un vaccin 20 valent conjugué, donc le Prevnar 20, et la vaccination est terminée. La dia suivante montre pour les personnes qui avaient déjà antérieurement initié ce schéma vaccinal qu'on devait faire, qu'il est vrai qu'il était un peu compliqué. Donc, un Prevnar 13, 2 mois après, on avait fait un Pneumo 23 ou un Pneumovax. Il fallait attendre 5 ans pour faire un dernier Pneumovax. Et bien, en fait, vous remplacez ce Pneumovax par un Prevnar 20 et la vaccination est terminée. Et enfin, pour finir, pour ceux qui avaient eu le schéma complet, donc on était déjà à un rappel au bout de 5 ans d'un pneumovax, ou pour ceux qui étaient dans cette situation de rattrapage et qui a fait arracher les cheveux à tous mes étudiants et beaucoup de mes confrères spécialistes, où tout le monde se mélangeait un peu les pattes. Alors je ne vous détaille pas le schéma, mais ceux qui étaient dans cette situation de rattrapage, et ben là aussi, dans ces deux situations-là, aujourd'hui la vaccination est terminée, il n'y a pas lieu de refaire une dose supplémentaire. OK. Voilà, donc les choses vont être quand même beaucoup plus simples avec ce Prevnar 20 qui est disponible, qui est pris en charge. Donc là, on peut y aller franco. Le vaccin est disponible. Alors, rapidement, un petit mot quand même très important sur la coqueluche. Alors, tu peux appuyer tout de suite parce qu'il y a un message important, c'est qu'il y a une recrudescence des cas de coqueluche. Ça, j'ai eu beaucoup de confrères qui m'ont appelé ces derniers temps et qui m'ont dit « j'ai eu des cas de coqueluche ». Ça explose en Europe, donc là, il faut être extrêmement vigilant. Dans l'épidémiologie des coqueluches, on sait que c'est une maladie évolutive par cycle. Donc, on a des sommets, on a des creux. On a été plutôt dans une période de creux, en plus avec le Covid, les distanciations, les ports du masque, etc., ça a fortement limité les cas de transmission. Je vous rappelle que pourquoi est-ce qu'on a cette problématique et cette problématique de coqueluche, c'est pour faire la prévention. En fait, les cas dramatiques, ce sont les coqueluches des nourrissons, puisque dans les 3 premiers mois de la vie, une coqueluche chez un bébé, c'est à haut risque de décès. Les cas de transmission de coqueluche, je vous rappelle que la coqueluche, c'est quasiment aussi contagieux que la rougeole. Dans plus de la moitié des cas, c'est les parents qui ont été à l'origine de la transmission de coqueluche. Et on avait ces 10 dernières années une arme qui était la stratégie de cocooning. Alors, je vais essayer de ne pas m'énerver avec mes consoeurs, confrères sages-femmes, mais la stratégie de cocooning, ça n'a jamais fonctionné en maternité. Je pense qu'ils n'ont jamais rien compris à cette vaccination. Ça a été un échec notable. Et donc, on a basculé maintenant sur une vaccination, je vais parler donc sur la dia suivante, sur une vaccination que l'on doit faire maintenant chez la femme enceinte. Tu peux appuyer encore une fois, et on doit faire cette vaccination coqueluche au 2e trimestre de chaque grossesse, donc entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée, et vers 28-32, c'est à peu près la meilleure période, mais entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée. Et ceci, et là j'insiste vraiment beaucoup, à chaque grossesse.
peu importe la vaccination éventuellement faite antérieure ou d'une grossesse antérieure, c'est vraiment la vaccination qui doit être faite à chaque grossesse. Alors, si on peut donner une image toute simple, et on me demande pourquoi, mais pourquoi cette vaccination pendant la grossesse? Si la femme a été vaccinée juste avant la grossesse ou dans une grossesse précédente, ça devrait suffire. Ben non, ce que l'on veut obtenir, c'est en fait le rappel vaccinal coqueluche que l'on fait à ce deuxième trimestre de grossesse, en fait, va entraîner un effet booster. Donc, vous imaginez un vase qu'on est en train de remplir d'eau. En fait, ce qu'il nous faut, c'est le vase qui déborde. Et c'est ce qui déborde qui va passer chez le fœtus. À la grossesse suivante, le vase est rempli, mais il n'y a plus de débordement. Et donc, on n'a plus cet effet booster bénéfique pour le fœtus et pour le protéger à la naissance de ce risque coqueluche. Alors, bien évidemment, une femme enceinte pourrait être vaccinée au 3e trimestre parce qu'on aura loupé le 2e trimestre pour une raison X ou Y, mais la vaccination n'aura un effet bénéfique que si elle est faite au moins 1 mois avant l'accouchement. Donc, si tant est on a un accouchement prématuré, on risque de ne pas avoir cet intervalle de temps suffisant. Et du coup, si on n'a pas fait cette vaccination en temps de 2e trimestre ou 1 mois avant au moins l'accouchement, et ben, du coup, on rebascule sur la stratégie de cocooning. Donc là, il faut vacciner beaucoup plus de personnes. Cette vaccination est extrêmement bien tolérée. Donc, la répétition des grossesses et donc, du coup, la répétition de vaccination de coqueluche au milieu du 2e trimestre de grossesse, ça ne pose donc pas de problème. Donc là, il faut être extrêmement vigilant. Diapositive suivante. Alors, pourquoi justement aussi insister sur cette vaccination coqueluche? Là, vous avez une couverture vaccinale des vaccins d'été polio et coqueluche en France, notamment vous voyez que chez l'adulte, même à 29 ans, moins de la moitié de la population est à jour de son vaccin d'été polio. Pour la balance coqueluche, c'est encore pire. Globalement, on va retenir un chiffre, c'est entre 25 et 40 ans, 45 ans, globalement, on tourne autour de 30% de couverture vaccinale coqueluche faite. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas compter sur la stratégie de cocooning pour faire la prévention de la coqueluche mortelle chez les nourrissons. Il faut vraiment passer sur cette vaccination pendant la grossesse au 2e trimestre. Diapositive suivante. Voilà, on arrive quasiment à la fin. Alors, il y a aussi des modifications, des suppressions de vaccins. Alors, dans les vaccins du voyage, par exemple, l'hépatite A typhoïde a été arrêtée. Voilà, c'est un vaccin que j'aimais bien quand on avait à faire la prévention des 2 maladies, mais il n'existe plus. Le Revaxis va être arrêté. Donc, quelque part, ça va nous simplifier aussi les histoires de vaccination coqueluche, puisque maintenant, elle se fera chez l'adulte toute la vie avec valence d'été polio coqueluche. Le Zostavax est bien évidemment de facto arrêté, puisqu'on passe sur un vaccin inactivé en 2 doses, même si c'est en 2 doses, mais en tout cas, le vaccin inactivé Shingrix a une meilleure immunogénicité. Et puis, le vaccin Imovax Polio, qui est un vaccin monovalent, va aussi être arrêté. Bon, quelque part, ça ne vous pose pas de problème, ni à moi-même, parce que finalement, c'est un vaccin qu'on n'utilisait plus. Dans les nouveautés, il y a un vaccin du voyage qui est le vaccin Vivotif, qui est un vaccin contre la typhoïde, qui est un vaccin oral, qui est un vaccin vivant, qui peut être une bonne alternative au vaccin injectable. Et puis, j'en ai pas parlé, mais juste comme ça, vous en avez entendu parler, je n'ai pas dit en détail, mais à la rentrée, on va avoir des vaccins VRS, notamment chez les seniors. Ça pourrait aussi se faire d'ailleurs chez la femme enceinte. Donc des vaccins VRS, puisque maintenant on commence à avoir de plus en plus de données sur le poids des infections à VRS chez les seniors ou les personnes qui présentent des comorbidités comme du diabète, comme des insuffisances cardiaques, des insuffisances pulmonaires, avec notamment une clinique relativement identique, mais on sait que les infections à VRS entraînent des hospitalisations beaucoup plus longues que l'infection grippe, qui est déjà suffisamment longue comme ça. Donc sachez qu'il va y avoir 2 vaccins disponibles, la Rexvi, la Brisvo, mais je n'en dirai pas plus. Et donc je crois que j'arrive globalement à ma conclusion. Voilà, donc je pense que vous êtes tous et toutes convaincus que la meilleure protection, la meilleure prévention, c'est bien évidemment la vaccination. Les cas de coqueluche explosent, les cas de rougeole explosent, donc là il faut vraiment appliquer la règle des 2 doses. L'épidémiologie des infections invasives à méningocoque a complètement changé là en post-Covid et on a un retour de bâton extrêmement important qui a justifié effectivement les changements des recommandations vaccinales. On a enfin un très bon vaccin pour la prévention du zona
que ce soit chez les seniors, donc tous les seniors à partir de 65 ans sans limite d'âge, mais aussi chez les plus jeunes avec des immunodépressions ou des traitements immunosuppresseurs. Donc, on va pouvoir faire de la prévention de ces zonas. Et puis, faut-il encore insister sur la prévention grippe, dont les couvertures vaccinales ont reculé cet hiver. Et puis, chez les adolescents, et on espère enfin aussi une avancée chez les adultes jeunes, donc une vaccination HPV universelle, donc hommes et femmes, quelle que soit son orientation sexuelle. Et puis, une dernière dia. Voilà. Là, vous avez des petites images sur mon centre, moi beaucoup plus jeune, ma collègue Dr Vix, nous sommes au centre de vaccination internationale à l'intérieur de l'hôpital civil. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr que vous ayez besoin forcément de m'appeler. Bon, sachez aussi que je fais maintenant de la téléexpertise en vaccinologie sur les sujets vaccins, donc sur la plateforme OmniDoc. Je vous remercie de votre attention et je suis bien évidemment à votre écoute pour des questions. Merci beaucoup, Christophe, parce que c'est toujours très, très intéressant de t'écouter. Tu nous donnes des éléments de communication avec nos patients aussi, c'est important, ou avec la population. C'est vraiment toujours bien d'avoir ces petites phrases qui permettent de faire le déclic. Comme on a fait beaucoup de formations vaccination ensemble, je commence à bien les connaître. Donc moi, j'avais juste, avant Younes de te donner la parole, j'avais juste une petite question. Alors, HPV, c'est viral, et méningo et pneumo, c'est bactérien. Donc, jusque-là, tout va bien. Oui. Est-ce qu'on a des schémas, parce que finalement, sur méningo, on voit que ça évolue, que la vaccination méningo-C a quand même fait chuter le méningo-C, disparaître, et donc finalement être remplacé ou laisser la place à d'autres. On a la même problématique avec le pneumocoque. Est-ce que sur HPV, on imagine ou on voit bouger des choses comme ça? Alors là, c'est viral. Après, ces vaccinations, tu sais, l'Australie va éradiquer le cancer du col. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'autres souches oncogènes qui vont prendre le dessus? Ouais, on peut effectivement se poser cette question, mais dans l'épidémiologie des HPV, en fait, on n'a pas de remplacement sérotypique comme on a vraiment la problématique avec les pneumocoques. Non, sur le HPV, on peut être très rassurant. Voilà, on a le 16-18 qui sont déjà eux deux responsables de 70% des cancers. Et on n'a pas en fait d'autres HPV qui vont arriver, qui vont remplacer le 16 et 18. Pour l'instant, de toute façon, ils ne sont pas éradiqués, mais ils continuent à circuler. Mais ce que l'on veut, c'est que pour sa propre protection, on est soi-même protégé contre le risque d'infection chronique et donc de cancer. Ok, Younes, ta question? Oui, moi je voulais savoir si il y avait un intérêt pour les professionnels de santé avec les JO qui arrivent à avancer certains rappels quand ils doivent intervenir dans 1 ou 2 ans, par exemple. Un exemple en particulier, sur un vaccin en particulier ou de manière générale? Alors, je dirais que non, déjà d'être à jour de ces vaccins. Hein. Moi, mon message aussi que j'essaye de faire passer auprès de mes confrères, c'est par exemple pour la vaccination des nourrissons, de commencer la vaccination à 8 semaines de vie et pas dire on commence à 2 mois, parce que parfois si on le fait à 2 mois et 3 semaines, on est toujours dans les 2 mois, mais on aura perdu 3 semaines. Donc 8 semaines de vie. Non, il n'y a pas lieu, je pense, d'avancer certains rappels. Il faut être à jour de ces vaccinations, il faut les commencer à temps, ne pas attendre pour les rappels. Par rapport à la question des JO, on attendrait des autorités peut-être des messages assez percutants, et notamment pour les personnes qui viennent de l'étranger. Alors, leur dada, enfin, je ne dis pas leur dada, mais leur préoccupation majeure là, pour les JO, ça va être la dengue, parce que là, on a déjà une explosion des cas de dengue en France et avec les moustiques tigres qui pullulent un peu partout, mais surtout avec l'arrivée des gens de l'étranger qui risquent de nous importer des cas de dengue. Donc, on aura des cas de dengue secondaires. Donc ça, ils sont assez vigilants là-dessus et assez préoccupés là-dessus. Mais on attendrait d'autres recommandations vaccinales et peut-être des messages. Alors, ça peut concerner les autochtones, bien sûr, qui iraient à Paris ou sur les sites dans lesquels il y a des épreuves sportives. Mais le message serait de dire, et notamment pour les personnes qui viennent de l'étranger, et ça, c'est dans les recos que l'on a, nous, du HCSP, dans les recos voyageurs, c'est que quand vous avez des
grands regroupements humains, eh ben, on sait qu'il y a des risques au niveau infectieux, donc virus, bactéries. Et là, les messages, ce serait, il faut absolument être à jour au niveau rougeole, oreillon, rubéole. Ne venez pas en France au JO sans être à jour de vos vaccins, donc rougeole, oreillon, rubéole. Et les messages auxquels on pourrait s'attendre, c'est on devrait faire des recommandations de vaccination méningo-quadrivalent, voire méningo-B, mais surtout du quadrivalent. Ah oui. Quand vous allez à la Mecque, le vaccin est obligatoire. Oui, mais ça, c'est pour les pèlerins de la Mecque, mais ça nous concerne, enfin, en tout cas, pas moi. Oui. Pas... Les grands rassemblements à Paris, ça y Oui. ressemble tout de même. Oui, tout à fait. Mais on sait que ces rassemblements, et ça a été montré X fois, que ce sont des regroupements humains qui favorisent les échanges virus-bactéries. Et donc, on pourrait s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des explosions de cas, en tout cas des cas surnuméraires d'infection invasive à méningo. Et donc, la recommandation vaccinale est tout à fait justifiée, serait tout à fait justifiée. Merci beaucoup. Une autre question. Il y a une petite main levée, mais j'ai un problème d'écran, je ne vois pas qui. Alors allez-y, posez votre question. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour Bonsoir, la Steve. présentation. J'ai une question par rapport à la varicelle. Oui. Selon Santé publique France, c'est une maladie qui provoque chez les moins de 10 ans plus de 600 000 cas par année, environ 6 morts par année, et puis plus de 2000 hospitalisations. C'est un vaccin qui est recommandé aux États-Unis depuis les années 2000, je crois, au Canada depuis 2006, et puis dans de nombreux pays sud-américains aussi, il est recommandé. En Europe, il est recommandé en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grèce et en Lettonie, et puis en Suisse depuis l'année passée. Je veux savoir si la France allait se repencher sur cette vaccination, ou bien si ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Alors, je commencerai par dire qu'à ce jour, ce n'est pas à l'ordre du jour. Clairement pas. Ça fait aussi des années qu'on discute sur ce sujet-là. Et vous avez tout à fait raison de dire que on a plein de pays voisins qui font cette vaccination. Les Américains ont vraiment une expérience sur cette vaccination très ancienne. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on sait qu'il faut absolument 2 doses de vaccin. Mais les autorités, alors leur argumentaire, c'est de dire, vu les difficultés de vaccination en France, mais on pourrait rendre ce vaccin obligatoire, donc ça nous réglerait le problème. Il y a 10 ans, leur argumentaire, c'était de dire que si on commence à vouloir généraliser la vaccination contre la varicelle, vous savez très bien qu'en France, quand on commence une vaccination, on met 10 ans à voir augmenter sensiblement les couvertures vaccinales. Si je compare à l'Angleterre, par exemple, eux, ils mettent un nouveau vaccin en place et ils l'ont bien montré sur le vaccin méningo-C largement avant nous, sur le quadrivalent largement ou le méningo-B largement avant nous. Ils mettent un nouveau vaccin en place. En 2-3 ans, ils ont 90% de couverture vaccinale. Or, ça, en France, on n'y arrive pas. Vous voyez bien que pour le méningo-C, il a fallu introduire le méningo-C à 5 mois et puis rendre le vaccin obligatoire pour faire exploser enfin les couvertures vaccinales. Donc la crainte, si on généralise la vaccination, enfin si on introduit le vaccin, les experts avaient craint que finalement on ne fait pas suffisamment de vaccination, donc on n'obtient pas une couverture vaccinale suffisamment élevée pour arrêter la circulation du virus, et on craignait effectivement que l'épidémiologie de la varicelle se déplace vers des âges un peu plus élevés. Or on sait que plus on avance en âge, plus les cas de varicelle sont sévères. Et ça, c'est, je pense, un des freins majeurs sur cette vaccination un peu généralisée. Et alors, ce qui est d'autant plus malheureux, c'est qu'il existe un vaccin quadrivalent, rougeole, oreillon, rubéole, varicelle, que les Allemands utilisent, que les Américains et les Anglais utilisent. Et ça permettrait aujourd'hui, on a un vaccin ROR obligatoire et on pourrait rendre un vaccin ROR varicelle obligatoire et le problème serait réglé. Voilà. Donc aujourd'hui, on est toujours sur du cas par cas, au cas par cas, et il faut être vigilant. Et moi, ces derniers temps, c'est une question que je pose de plus en plus. En tout cas, je le vérifie déjà dans le carnet, mais c'est une question que je pose de plus en plus. Est-ce que vous avez fait une varicelle dans votre enfance pour être sûr que, au moins, on ne passe pas à côté? J'ai une autre question, c'est Oui. est-ce que ce serait pas justement logique de quand même proposer de laisser le choix aux parents de faire cette vaccination ou pas, puisqu'il y a de toute façon le rattrapage à 10 ans qui permettrait de protéger en fait les âges plus avancés chez lesquels c'est un peu plus grave la varicelle. On parle toujours de la varicelle, hein, c'est ça?
Oui, la varicelle, oui. Mais le vaccin varicelle est dans le calendrier vaccinal et recommandé à partir de l'adolescence. Donc 11-12 ans, si l'enfant n'a pas fait sa varicelle, il est tout à fait justifié. C'est pour ça aussi que chez les adultes, il faut être vigilant et poser la question. Par exemple, chez les femmes en âge de procréer, absolument s'assurer, chez les professionnels de santé, s'assurer que la varicelle a été faite, en maladie en tout cas. Et si c'est pas le cas, alors si on a un doute, on peut toujours faire une sérologie. Ça, on sait que si elle revient positive, c'est qu'on a fait une varicelle. Et si elle est négative, on n'a pas fait la varicelle et donc il faut faire le vaccin. Mais si vous faites la vaccination normalement avant la reco, normalement vous êtes hors recommandation et normalement ce serait du vaccin non remboursable. D'accord. Et il Et au faut niveau du développement de la maladie vers les âges plus avancés, si on vaccine après ceux qui n'ont pas voulu faire le vaccin à 12 mois, si on le fait à 10 ans, il n'y a plus tellement à bah, craindre d'un non, déplacement de la après, on ne maladie. dit plus parce que la quasi-totalité des enfants ont fait leur infection varicelle dans leur enfance. Et donc, non, non, en fait, c'est de commencer à vacciner chez les nourrissons ou à partir de 1 an, peu importe. Et c'est là où, si on n'obtient pas une couverture vaccinale très rapidement élevée, qu'on craindrait effectivement le déplacement de varicelle vers des âges plus avancés, notamment des adultes jeunes et qui, eux, paieraient les pots cassés, quoi. Qui voudraient pas se Alors, faire vacciner. des petites questions, restons sur varicelle zona. Il y avait une petite question tout à l'heure dans le chat, c'est le Shingrix, hein, tu confirmes bien que enfin, tu réexpliques bien que c'est un vaccin non vivant. Oui, 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 oui. Voilà, et que Ça, donc il peut être donné, il peut être utilisé pour tous les oui, immunodéprimés, y compris ceux qui sont sous biothérapie. oui, tout à fait. Et je vais te dire l'exemple caricatural, c'est le sujet greffé, peu importe l'organe, un greffé de cellules souches. On va pouvoir enfin un greffé d'organes, peu importe tous les patients immunodéprimés, on va pouvoir les vacciner. Ça, c'était très attendu parce qu'on n'avait aucune arme possible pour les protéger contre une maladie, somme toute, gravissime hein, chez les immunodéprimés. Alors, j'ai deux petites questions rapides. Pour la rougeole, est-ce qu'il y a un âge limite de vaccination? Oui, l'âge limite, en fait, chaque année monte d'un cran, d'une année, puisque la règle, c'est 1980, la règle, c'est à partir de 1980. Donc cette année, je dirais que c'est les personnes qui ont 44 ans. L'an prochain, ce sera les personnes qui auront 45 ans. Donc oui, oui. Pour ceux qui sont nés, en fait, on le prend dans le sens inverse. Pour ceux qui sont nés avant 1980, on part sur le principe que normalement tous, sauf exception, bien sûr, il y a toujours des exceptions, ils ont tous fait leur rougeole maladie dans leur enfance. Mais quelqu'un qui arriverait d'un pays étranger, peut-être, qui serait plus âgé et dont on n'a aucune Non, c'est pas. notion de. Non, 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 C'est non, c'est pareil. pas. Donc, il n'y a pas de. Il y a pas de... Non, 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 OK. il n'y a pas de distinction. C'est 1980, c'est vraiment l'année où on a généralisé cette vaccination rougeole de par le monde. C'était aussi dans les pays africains, par exemple, enfin, dans les pays en voie de développement, dans le programme élargi de vaccination. Il y avait au moins une valence rougeole. Voilà. Alors, c'est vrai que dans ces pays-là, chez les enfants, on faisait souvent une vaccination beaucoup plus tôt avant l'âge de 1 an. Donc, on sait maintenant que, en termes d'immunogénicité, on est moins bon, mais peu importe. La généralisation de la vaccination rougeole, c'est à partir de 1980. Donc, toute personne qui est née avant et qui n'a plus de traces de papier, voilà. Et je dirais que un sujet en France qui est né après 1980, qui a perdu son carnet, on ne sait pas du tout ce qu'il a eu comme vaccination rougeole, on part sur le principe que quand on n'a pas de traces, c'est 0 vaccin. Et donc, on fait 2 doses. D'accord. Et si tant est, la fait 2 doses dans l'enfance, bah, c'est pas grave, elle en aura eu 4 en tout, mais il vaut mieux 4 que 0, quoi. OK. Alors, il y avait une petite question parce que tu nous as parlé de la coqueluche et donc la vaccination de la femme enceinte. Certes, Et oui. donc, on est d'accord que ça remplace le cocooning. Ah oui, complètement. Oui, 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 oui. Parce que imaginez que quand vous avez une famille nombreuse, une femme est enceinte, elle a 4 frères et sœurs, le mari pareil, vous avez les grands-parents. Ça en faisait du monde à vacciner. Et si vous en loupez une, ou si dans l'entourage, la babysitter a une coqueluche et elle s'occupe du bébé, eh ben, elle peut transmettre la coqueluche. Là, vous vaccinez une personne et vous protégez le bébé. C'est ça qui est extraordinaire. OK. Et une question pneumo 20, Prévenard 20. Oui. Autour. Alors peut-être, docteur Zemouchi, vous êtes par là, si vous voulez poser votre question, parce qu'il y a juste écrit remplacement sérotypique, point d'interrogation.
Je veux bien que vous posiez votre question pour aller nous donner le fond de la question. Je ne sais pas s'il est... Il Il est y avait plus une là, question. Oui, voilà. Ah, il n'est plus là. Donc, il posait une question sur le remplacement sérotypique Oui, avec alors, le Prevnar 13. ouais, alors c'est ce que tu disais, enfin tu posais la question par rapport au HPV, où on n'a pas cette inquiétude. C'est tout le problème des pneumocoques, parce que pour les pneumocoques, la nature a horreur du vide. On a très bien vu que les sérotypes vaccinaux ont vraiment reculé, que la vaccination pédiatrique avait, et notamment lorsqu'on est passé au Prevnar 13, avait eu un impact formidable sur les cas d'infection invasive chez les seniors. Voilà. Et puis malheureusement arrivent d'autres sérotypes comme les additionnels du 15 valent ou du 20 valent et qui sont responsables effectivement de formes sévères ou de résistance aux antibiotiques. C'est tout le problème des pneumocoques. Pour l'instant, on est sur ce vaccin et on sait que c'est une course en avant à chaque fois. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, on aura peut-être d'autres nouveaux sérotypes qui vont arriver. Donc, on va devoir continuer à élargir la prévention vaccinale, mais qui dit augmentation des sérotypes au niveau vaccinal risque aussi peut-être d'entraîner des moins bonnes réponses sur certains sérotypes qui sont contenus dans le vaccin, et c'est toute la difficulté. Merci. Est-ce qu'il reste une petite question avant qu'on libère Christophe, qui nous a donné beaucoup de son temps? Pas de souci, c'est un plaisir. Il y avait une dame, Oui, Catherine. oui, allez-y, posez les questions. Non? Une question? Bon, écoute, Christophe, merci beaucoup. Je sais que c'est un exercice qui est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses on peut se prendre les pieds dans le tapis et mélanger les histoires en fin de journée, surtout comme ça. Je pense que ça nous a donné une bonne vision à la fois des nouveautés de l'année dernière qui sont, comme tu l'as dit, comme on met quand même 10 ans en France pour arriver à implémenter une recommandation vaccinale, celles de l'année dernière sont encore tout à fait d'actualité. À nous d'expliquer aux patients, à nous de communiquer et de bien vacciner en se rappelant toujours que dès qu'on a un patient et un vaccinateur, hein, comme tu disais, il y a toujours des vaccins, toujours des vaccins à rattraper. Toujours des vaccins. Et c'est ce que je dis aux étudiants en médecine. Vous avez un patient en face de vous. Quand je leur fais le cours sur les vaccinations, hein, ils ont 2 heures en 4e année. Si vous ne retenez pas le calendrier vaccinal tout de suite aujourd'hui, retenez au moins un message. Vous avez un patient en face de vous, il n'est pas à jour de ces vaccins. Donc, il faut que ça devienne un réflexe et qu'on pose à chaque fois les questions. Et on part sur le principe, il n'est pas à jour et donc il faut avoir ce réflexe vaccinal. Eh ben, merci beaucoup, merci à tous Merci. d'être là le soir pour voilà. Et puis bonne soirée à tout le monde et au prochain atelier. Merci beaucoup, Christophe. Merci, au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très grand merci. Très bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.